Nous ferons également allusion du drame ou de la deuxième guerre de la République démocratique du Congo. Deux armées régulières des deux pays se sont affrontées à Kisangani. Le bilan est lourd, plus de 1000 morts, plus de 1000 déplacés internes, sans compter les dégâts collatéraux, la mémoire collective de tous ces Congolais qui sont morts sous les balles des agresseurs ou des armées étrangères mérite d'être construite ou même réhabilitée. Et pour en parler, j'ai approché sur ce plateau d'éminentes personnalités. À ma droite, j'ai invité le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Oscar. Merci. Et juste à côté de lui, nous avons approché M. Paul Nsapou Moukoulou. Il est lui président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-RDC. Bienvenue. Merci, Oscar. Et à ma gauche, un habitué de ces plateaux, il s'agit de Jean-Chrétien Ekambo. Il est professeur émérite des communications et en même temps analyste. Bienvenue, professeur. Bonsoir. Et enfin, j'ai invité un confrère, un analyste, un chercheur. Il s'agit de Trésor Kibangula. Il est analyste et chercheur à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. L'Institut s'appelle Ebouteli. Je pense que j'ai bien prononcé. Bienvenue, Trésor Kibangula. Merci. Première question, je me dirige vers le professeur, que je dis, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. La RDC fait face, ça fait 3 décennies, à une guerre qui ne dit pas son nom, à des violences inouïes dans sa partie orientale. J'ai fait allusion ici, au nord Kivu, au sud Kivu, où il y a eu des massacres à grande échelle, mais on en parle peu. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je préfère me débarrasser par respect à nos compatriotes qui nous ont quittés, me débarrasser de mon couvre-chef, de mon chapeau. 30 ans, ça suffit. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est trop. Dans le jargon des droits humains, on dit toujours que une mort, une seule mort injuste, c'est déjà une mort de trop. A fortiori, si c'est en termes de millions, c'est largement trop, c'est inacceptable, c'est révoltant et on doit conjurer le sort, il faut que ça finisse. Oui, c'est depuis 1994 que, à cause justement de ce crash, ou que dis-je, de cet assassinat, de ce double assassinat des deux présidents, le président rwandais Habyarimana et son collègue burundais, c'est cet événement qui a déclenché toute la misère que nous connaissons en République démocratique du Congo, puisque nous parlons de notre pays. C'est anormal. Ces jours-là, les frontières avaient été ouvertes sous la pression de la communauté internationale. À la demande de la communauté internationale, effectivement, les frontières étaient ouvertes pour accueillir ce qu'en ce moment-là, nous considérions comme des frères africains au nom du panafricanisme. Nous devions les accueillir. En fait, notre pays, de tout temps, a toujours été un pays hospitalier, comme nous l'avons étudié, comme nos enfants l'étudient. Nous avons non seulement ouvert nos portes à ce moment-là, nous les avions ouvertes aussi au profit de nos voisins les Angolais. Nous les avons ouvertes également au bénéfice de nos voisins de l'Angola dans la décennie 90 aussi, lorsqu'ils ont eu des problèmes, il y avait une guerre civile. Donc nous disons que 30 ans c'est trop. Mais si il y a eu un semblant de silence, c'est, je pense, plus dans les régimes passés. Avec le changement des régimes depuis 2018,
de plus en plus de voix se sont levées. Et pour la première fois, je pense que c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est levé pour nommer le mal, nommer l'auteur, même si c'est par procuration par la suite, mais au fait, l'épicentre de toute la misère que nous connaissons en République démocratique du Congo. C'est trop, vous l'aviez dit, à Mwenga, les femmes ont été enterrées vivantes. Les Sud Kivu, en son temps, avaient été considérés, si on a dit que la République démocratique du Congo était la capitale mondiale du viol, mais c'est plus dans cette partie de la République à l'Est qu'il y a eu des atrocités innommables. Tingi Tingi, Kakobola, à Uvira là-bas, comme à Mwenga, à Fizi. C'est au fait dans l'ensemble de ces trois territoires qu'il y a eu des atrocités innommables. Que dire de ce qui se passe justement au Nord Kivu tout récemment avec Kishiché et Kishiché Bambo. Mais aussi on a tendance à oublier les atrocités qui se passent aussi dans l'ex-province orientale, dans l'Ituri plus particulièrement. Avec l'activisme des groupes armés. Des groupes armés, Codeco plus particulièrement par l'entremise d'un autre pays voisin, l'Ouganda, dont on ne cite pas trop dans toutes ces atrocités. On ne cite pas trop, mais il y a énormément de victimes. Des victimes à cause de ce que nous avons dans notre sous-sol. Le lithium qu'aujourd'hui qu'on est en train d'appeler l'or blanc, c'est pour des visées économiques qu'on décime des populations, et nous pouvons crier avec la RTNC et l'ensemble des Congolais, c'est trop 30 ans et ça suffit, il faut que ça s'arrête. Merci monsieur le ministre, c'est trop, c'est 30 ans, on va y revenir. Jean Chrétien et Cambo, est-ce un silence coupable? Plus de 10 millions de morts et la comptabilité continue parce que la guerre est toujours présente dans la partie est de la RDC, sans compter plus de 1500 femmes violées, mais il y a un silence. Ça fait 3 décennies depuis que la partie est connaît cette guerre, mais on ne parle pas. La RDC, les Congolais ne parlent pas de ces morts, au même titre que le Rwanda, qui est en train de commémorer le 30e anniversaire du génocide rwandais. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais c'est de moins en moins que les Congolais, les gouvernants, et même le gouvernement parlent de ces morts. Vous avez cité le bon mot, coupable, c'est vrai, mais les coupables, c'est nous. C'est nous qui avons échappé à ces malheurs, parce que ce sont les survivants qui construisent la mémoire. Nous, comme nous le savons, moi je suis de la communication, nous avons à la fois une faveur, mais également un défaut. Le journaliste travaille pour l'instant. On dit de lui qu'il est l'historien de l'instant, il donne les faits, il passe, mais au-delà de ce qu'il réalise comme travail de documentation quotidienne, doit se construire la mémoire. Et quand moi je lis, pendant 30 ans ça suffit, je me dis bien oui, 30 ans de culpabilité la nôtre, ça suffit, il faut que nous commencions un travail de mémoire. Parce que je dis que ce travail-là, il ne s'est pas poursuivi, s'est arrêté à un moment donné. Je donne toujours cet exemple-là aux plus jeunes, mon âge me le permet. Si vous allez dans les 3 vieilles communes de Kinshasa, Lingwala, Kinshasa et Barumbu, vous trouverez des rues qui portent des noms historiques. Nous n'en faisons pas du tout allusion. Je prends un nom, Nyanza. Personne ne sait ce que c'est. Au Nyanza, c'est la capitale de la royauté Tutsi au Rwanda. Nyanza. Et cette capitale a été conquise le 19 mai 1916 par la force publique, l'armée coloniale belge, par les Congolais. Donc nous avons vaincu les Rwandais chez eux. Qui en parle? Qui commémore cette victoire? On parle de Congolais comme s'ils ne pouvaient jamais résister aux Rwandais. Mais alors, aujourd'hui, quand on dit 30 ans, ça suffit, nous devons commencer à
construire notre histoire. Aujourd'hui, on parle des Sayo, d'Andela quand même. On n'en parlait même pas. Je regardais ici, je vois le film qui vient d'être lancé par le DG de la RTNC. Ce film-là, il n'est même pas encore lancé, il n'est même pas encore montré à la télévision congolaise. Mais il existe, le film est terminé depuis 6 mois, je crois. Nous devons construire nous-mêmes cette histoire. Paul Sapou, beaucoup de morts. Oui. Quand je vois Makobola, des femmes ont été enterrées vivantes avec leurs bébés. Des chefs coutumiers tués. Une femme enceinte et ventrée avec des jumeaux enterrés. On ne parle pas de tous ces morts. À Kasika, à Makobola, à Mwenga, à Fizi, à Baraka, beaucoup de Congolais ont été fauchés. Oui, 30 ans, c'est pratiquement une génération, plus 5 ans, 3 décennies d'une tragédie inacceptable. On compte des victimes, des millions, sans pour autant faire allusion aussi aux crimes, si vous voulez, les crimes économiques, l'écosystème détruit. Et 30 ans, c'est beaucoup. Nous pensons que le moment arrive où nous devons, nous, Congolais, nous mettre debout pour écrire, mettre le point sur les i, puisque nous avons des tonnes de rapports qui démontrent qui décrivent cette tragédie. Voilà pourquoi l'initiative qui est prise aujourd'hui, elle est très bonne puisque ça sera un moment d'interpellation, surtout de Congolais que nous sommes, et aussi l'interpellation de ce que l'on veut appeler, ce qu'on appelle la communauté internationale ou certaines puissances. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui mobilisés, nous au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, pour y travailler avec l'ensemble des institutions du pays, ensemble avec, si vous voulez, les forces vives, politiques et sociales, pour dire non, voilà, c'est suffisant, c'est assez, mettons-nous debout et réclamons nos droits. 30 ans de massacre, c'est suffisant. Comme on dit en anglais, enough is enough. C'est trop, c'est trop. Trésor Kibangula, vous êtes analyste, vous êtes chercheur à l'Institut congolais de recherche sur la violence, de recherche sur la politique et la gouvernance. Vous avez été un témoin oculaire de la guerre de 6 jours. 2 armées étrangères, en l'occurrence l'armée ougandaise et rwandaise, se sont affrontées à Kisangani. Parce qu'elles voulaient, chacune d'elles voulait avoir le contrôle des ressources naturelles, notamment de l'or et du diamant. Et vous avez vécu ces drames. Comment vous avez vécu ces jours-là? Parce que c'était au mois de juin 2000. Oui, et c'était un 5 juin, un lundi, le matin, 9h du matin, parce que les enfants étaient à l'école. Les mamans étaient aussi parties, et les parents au boulot, au marché. Et la guerre éclate. On ne parle pas de groupes armés, même si la ville était contrôlée par la rébellion du RCD déjà à l'époque. Mais on parle de 2 armées régulières qui se sont décidées de s'affronter pendant 6 jours dans une ville congolaise. Donc UPDF et RDF. Voilà, l'armée officielle rwandaise et l'armée ougandaise se sont battues à l'arme automatique et même aux armes lourdes. Je me souviens, moi j'étais à l'école collège Maélé, Kisangani, et cette école-là a été bombardée. La grande salle du collège Maélé, le 5 juin 2000, le jour où la guerre a commencé, un obus est tombé dans la grande salle. Donc on était obligé de fuir sous les balles pour trouver l'abri là où on pouvait. Et sur la route, on commençait déjà à voir les personnes, les cadavres. C'est la première fois que je voyais pour moi à l'époque, en 2000, une personne tuée par balle. Et arrivé à la maison, s'abriter sous les lits comme on pouvait. Et autour de mercredi, on a dû quitter la maison pour aller se réfugier ailleurs, plus loin de la ville, parce que malheureusement, là où j'habitais, la commune de La Tchopo, était l'épicentre
un peu des affrontements. Aujourd'hui, cette partie de la ville garde encore les stigmates de ces affrontements. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on sait que la RDC avait porté plainte contre l'Ouganda. L'Ouganda, qui a été sommé de payer 325 millions d'euros de dommages et intérêts à la RDC. Voilà, les Rwandais ne reconnaissent pas la compétence de la Cour internationale de justice. L'Ouganda a été condamné. Mais je voudrais beaucoup insister sur notre devoir de mémoire par rapport à toutes ces victimes. Et c'est devoir de mémoire parce que lorsqu'on arrive au 5 juin, par exemple le 5 juin 2023, qu'est-ce qu'on a fait par exemple à Kinshasa, à Matadi, à Kisangani? Il y a eu des groupes de jeunes qui se sont regroupés pour aller dans ce qu'on appelle le cimetière. Voilà, isolé. Ça n'a pas un écho national, alors que c'est un événement tragique, très important, qui doit participer à cette... j'ai attendu de bonnes choses ici du professeur, du président et du ministre sur la construction de ces devoirs des mémoires qui doit commencer par nous survivants. Et cette construction de devoirs de mémoire doit être à la fois inclusive, donc n'est pas se limiter à ce qui s'est passé avant, parce qu'on a parlé de 30 ans de violences armées à l'Est. Ces devoirs de mémoire doivent inclure aussi les victimes actuelles. Ça, c'est parmi les perspectives, mais puisque nous parlons de la guerre des 6 jours à Kisangani, où deux armées se sont affrontées, l'armée ougandaise et rwandaise, selon les éléments documentés par les rapports mapping publiés en 2010, plus de 6600 obus ont été tirés ces jours-là, donc les 3 jours de guerre, les 3 ou 4 jours, dans les 6 jours de guerre à Kisangani. Et il y a eu plus de 1000 morts, plus de 1000 déplacés, et le décompte n'est pas tout à fait exact parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les nombres exacts des personnes qui ont été fauchées. Oui, sur place, il y a des organisations, hein, le président Ntsapou l'a dit, il y a des organisations comme le groupe Lotus qui a documenté à l'époque ces scènes de violence. Et il faut continuer à documenter, à écrire l'histoire de toutes ces victimes parce que l'histoire, lorsqu'on ne commémore pas ce qui s'est passé, on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé, l'histoire a tendance à se répéter malheureusement. Donc nous avons cette obligation en tant que peuple à continuer, à commencer à y travailler. On a parlé du rapport mapping, par exemple, qui documente plus de 600 incidents de violence qui sont assimilables à des crimes de guerre, et la guerre des 6 jours en fait partie. Aujourd'hui, peut-être, lorsqu'on parle des Sassifi, on nous responsabilise aussi en tant que Congolais, en tant que gouvernants, en tant qu'organisation de la société civile. Par exemple, pourquoi on ne demande pas à ce que la base des données du rapport mapping soit publiée? Ça permettrait de voir qui sont réellement des auteurs des crimes qui sont documentés dans ces rapports. Merci. Et très rapidement, oui. Les devoirs de mémoire commencent aussi par là, par la justice des crimes passés. Et c'est la question que je dois poser au ministre Albert Fabrice Pouela, qui doit publier ces rapports mapping, parce que depuis 2010 que le rapport est là, mais il n'est pas exploité. Sauf que je vous le dise, au niveau des dirigeants congolais, qui doit les publier? Merci beaucoup. Je pense que le rapport mapping est même à la portée de tout le monde. Le rapport mapping a été publié, mais aussi en collaboration avec les ministères de la communication et médias, dont nous saluons et félicitons l'animateur, M. Patrice Mouyaya, pour ne pas forcément les citer. Nous avons produit aussi les livres blancs, en fait une autre édition avec d'autres données de ces livres blancs qui parlent des autres atrocités. Parce qu'il y a eu une première édition au début des décennies 2000, et il y a eu un autre livre blanc que nous avons coproduit en 2022, 2023 et d'autres qui sont encore en préparation. Donc les rapports mapping existent, mais ces rapports, ce ne sera pas à enfouir dans les placards.
il faut l'exploiter. Nous ne cessons de plaider pour l'institution d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Énormément de crimes ont été commis. Ces crimes ont été documentés, plusieurs, et il y a eu même un travail de sensibilisation. Je salue, malheureusement, son nom m'échappe. Vous vous souvenez de ses compagnons de Madame Sylvie Ferley qui passait à la télé parlant, nous sommes à la RTNC, comment il s'appelle, professeur? Vous avez une idée de ce monsieur qui rappelait Kassika, nous n'oublierons pas. Kakobola, nous n'oublierons pas. Ça suffit. Il faut que, effectivement, nous puissions construire la mémoire collective. Nous ne devons pas oublier les Chebeya. Nous ne pouvons pas oublier les Likenkulula. Nous ne pouvons pas oublier, justement, nos compatriotes qui ont payé de leur vie les pères Machozi ou même l'évêque de Goma, Muzirirwa, qui a péri au niveau d'énormément de compatriotes qui ont péri et ils ne doivent pas mourir pour rien. Nous devons construire la mémoire collective, non seulement pour les deux, mais aussi pour les 6 jours au mois de juin. Il est important au niveau de notre ministère. Nous avons reçu plusieurs organisations, dont l'organisation, ça s'appelle Okumbuche, que nous avons reçu, et même nous avons tellement milité. Aujourd'hui, nous avons Frivao, qui est cet établissement public qui centralise et organise les réparations des victimes de la guerre des 6 jours. Mais nous avons aussi Fonarev, mais Fonarev n'a pas que pour mission d'apporter des réparations individuelles, non. Il y a des réparations collectives dans le cadre d'érections, par exemple, des monuments de souvenirs. Et ces monuments de souvenirs, ce ne sera pas anonyme. Nous l'avons fait avec l'accompagnement du Bureau conjoint des Nations Unies au niveau du Kasaï central, au village Chisuku. Et donc ça, c'est un projet. C'est un projet. C'est un projet à long terme. Non, qui est très avancé, au niveau du Fonarev. Fonarev, pour ceux qui ne le savent pas, qui est cet établissement public sur lequel nous avons travaillé au niveau du ministère des Droits humains avec l'accompagnement du bureau du conjoint de la Première Dame, et qui a pris corps aujourd'hui, et nous sommes très avancés dans le cadre des devoirs de mémoire et des réparations. Merci. Je vous appelle aussi maître Albert Fabrice. Je suis avocat, effectivement. Et vous aimez d'ailleurs qu'on vous appelle ainsi. Paul Sapou, vous êtes président de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC. Il y a une sorte d'omerta sur le massacre perpétré depuis des décennies en République démocratique du Congo. Nous avons parlé tantôt de la guerre des 6 jours, la deuxième guerre de la RDC, qui a mis aux prises 2 armées étrangères à Kisangani. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés et beaucoup de déplacés internes. Seul l'Ouganda a été condamné par la justice internationale et sommet de payer 325 millions d'euros à la RDC à titre de dommages. Mais le Rwanda n'a pas été condamné puisqu'il n'a pas ratifié les statuts de Rome. Quels sont les autres mécanismes qu'il faut utiliser aujourd'hui pour arriver à condamner certains dirigeants rwandais qui ont été à la base de différents massacres que nous avons connus? Parce qu'à Makobola, c'est les troupes du RCD et Goma qui étaient à la base de ces massacres. Et nous savons que derrière les RCD Goma, c'est l'ombre du Rwanda qui plane. Eh bien, vous avez raison, parce que 30 ans durant, ceux qui étaient censés nous aider la RDC étaient eux-mêmes impliqués, selon les politiques qui étaient mises en place par ce pays, ses partenaires internationaux, au regard de leurs objectifs, de leur politique vis-à-vis de la RDC. Alors il y a eu cette omerta, mais pour nous qui avions travaillé dans la société civile, nous avons énormément documenté ces massacres et rapport assorti de recommandations
sur ce que l'on devait faire en tant que Congolais, ce que l'on devait faire en tant que partenaire international, par exemple. Excusez-moi, si ce n'est pas un secret, quelles sont ces recommandations auxquelles vous avez abouti? Eh bien, d'abord, la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. Qui tarde à venir. Qui tarde à venir, nous y revenons toujours. Et ensuite, nous avons demandé aussi qu'on aide la région des Grands Lacs, l'Afrique des Grands Lacs, d'organiser aussi des espaces de démocratie dans tous ces pays de l'Est, chez nos voisins de l'Est. Nous l'avions sans cesse répété. Nous avons même demandé que des sanctions claires soient prises à l'endroit de toutes ces personnes qui sont citées dans nos rapports. Il n'y a pas que le rapport des Congolais, il y a les rapports des organisations de la société civile internationale, il y a aussi des rapports de la communauté internationale, notamment les rapports de l'ONU, qui sont clairs là-dessus. Et même aujourd'hui, nous avons des rapports qui sont produits par les bureaux conjoints des Nations Unies pour le droit de l'homme ici. Des rapports qui sont très clairs, qui peuvent nous aider à aller en justice. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la voix des Congolais, votre voix, a trouvé un écho favorable? Je pense que nous avons un leadership politique qui déploie énormément des actions de diplomatie classiques pour se faire entendre. Mais il y a encore des choses à faire pour que ça passe comme il se doit, notamment aller aussi avec la diplomatie de droits de l'homme, la diplomatie droits de l'hommiste, puisque là, nous ne porterons pas des gants en tant que défenseurs des droits de l'homme pour demander que des sanctions claires soient prises contre ces éléments, hommes et femmes politiques et consorts qui sont dans l'armée, dans les groupes plutôt armés qui nous attaquent, notamment les M23, et ceux qui sont des politiques dans le pays voisin, notamment les Rwandais, pour que ces personnes soient sanctionnées. Et aussi nous adresser à la communauté internationale. Et Dieu merci, grâce au dialogue interactif qu'il y a eu à Genève dernièrement, et ce soir, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme visite la RDC pendant 3 jours. Je crois qu'à regarder, nous avons regardé le programme, ce sera un moment important pour qu'ils vivent cette réalité et l'engagement d'un peuple qui dit ça suffit, merci beaucoup, cette tragédie. Paul Sapou, Fabrice Kola, je pense que ce sont les retombées de votre séjour à Genève. Et vous avez plaidé ou défendu, parce que la RDC a levé les moratoires sur la peine de mort. Il y a un grand tollé au niveau des organisations non gouvernementales qui estiment que la RDC a fait un bond en arrière, un recul par rapport aux droits de l'homme, par rapport à la démocratie. Merci beaucoup. Effectivement, à Genève, nous étions à la barre devant toute la communauté internationale, hormis les États-Unis qui nous avaient soutenus, qui a soutenu la souveraineté de la République démocratique du Congo. Du reste, aujourd'hui, nous allons recevoir un hôte de marque, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui arrive et qui aura un entretien avec les chefs de l'État et la plupart des responsables politiques, et nous ferons même un déplacement avec lui. Il est important de savoir, et nous l'avons dit aux différents acteurs de la communauté internationale, que la discipline, c'est la mère des armées. Non seulement ils ne doivent pas craindre, parce qu'ils disent non, l'application, la levée du moratoire va être utilisée comme paravent pour faire des exécutions des opposants ou des indésirables politiques. Non, 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 non. Nous avons demandé à la communauté, entre la guerre et
la peine de mort. Il faut peut-être dire entre les massacres qui est perpétré à grande échelle. Voilà, entre les massacres par l'invasion de la République démocratique du Congo et l'application de la peine de mort. Quel est au fait ce phénomène qui est plus meurtricide, qui est plus, meurtrier, qui est plus homicide? Ils sont restés calmes, c'est les massacres, c'est la guerre. Alors pourquoi vous voulez mettre autant d'ardeur pour vous lever contre l'application de la peine de mort par rapport au massacre dont est victime le peuple congolais? Mettez la même ardeur pour mettre un terme à la guerre en prononçant des sanctions contre le Rwanda qui exporte la misère dans notre pays, qui exporte sa nuisance dans notre pays. Vous verrez, parce que cette levée n'est que conjoncturelle, elle n'est pas structurelle. Depuis 2003, on n'exécutait plus la peine de mort. Donc si nous pouvons mettre un terme et nous reviendrons à ces moratoires, je suis convaincu, parce que moi-même aussi je suis défenseur des droits de l'homme. Trésor Kibangula, 30 ans de guerre en RDC, de massacres à grande échelle, ça suffit. Mais quand il y a 2 morts en Ukraine, 3 morts en Ukraine, ou en France, ou dans un autre pays occidental, vous sentez que c'est beaucoup de bruit dans les médias internationaux bien sûr, mais chez nous, quand les EDF tuent, quand le M23 tue, et parfois des tueries à grande échelle, 300 morts, 200 morts, des personnes enterrées vivantes, on n'en parle pas trop. C'est une complicité ou c'est la peur juste qui hante les Congolais? Non, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la couverture médiatique de ce qui s'est passé à l'Est. C'est vrai que c'est une guerre oubliée du point de vue de la communauté internationale. C'est comme si les gens étaient habitués à ce que des Congolais à l'Est soient tués, que des jeunes, comme moi je vois les images par exemple lorsque la résurgence du M23 dans l'Est du pays avec ces enfants de 2-3 ans obligés, pieds nus, de se déplacer, de quitter des territoires, ça fait de la peine. Mais cette peine des Congolais n'est pas la même que ce qu'est un homme, un jeune, un étudiant, c'est pas moi, à Sorbonne, à Paris, peut avoir. Donc il y a aussi l'intérêt affectif par rapport à ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe par rapport à celui qui se trouve en France. On appelle ça la mort kilométrique. Donc ils ont plus proche, c'est l'Europe qui est touchée par la guerre, voilà. Mais peut-être cela peut nous poser nous-mêmes la question de savoir qu'est-ce que nous faisons de cette résurgence. Qu'est-ce que nous faisons de nos morts, par exemple, justement. voilà. Par exemple, nous sommes ici, merci de m'avoir invité à la RTNC, c'est la radio-télévision publique. Lorsqu'il se passe quelque chose, par exemple, à Goma ou à Kichiché, moi j'aimerais bien que la RTNC ouvre son journal par une édition spéciale. Je pense que non seulement la communauté internationale ou les médias internationaux banalisent nos morts, nous-mêmes, nous devons prendre cette responsabilité pour commencer à se dire c'est pas normal qu'un Congolais meure par la violence armée. Donc il faut qu'on s'arrête, il faut que les pays s'arrêtent, même les médias s'arrêtent pour couvrir pleinement cette information pour que les gens trouvent que c'est pas normal qu'aujourd'hui on continue à compter des morts à Béni. C'est comme si on avait réduit les victimes à des simples statistiques. Aujourd'hui, ces 13 personnes ont été tuées par Codeco. Demain, on va attendre 11 personnes et ça passe comme ça. On doit s'arrêter et commencer à nous interroger concrètement sur nos moyens en tant qu'État de protéger les civils et de demander des comptes à des personnes qui sont soupçonnées d'être auteurs de ces crimes. Professeur Jean Chrétien et Cambo, Trésor Kibangula parle d'un moment d'arrêt, il faut marquer un temps d'arrêt, pour réfléchir, nous questionner, un temps de questionnement, parce que nos morts, on n'en parle pas trop. Et si vous pensez qu'il faut changer des stratégies de communication d'abord à l'interne, parce qu'on communique peu sur ce qui se passe dans l'Est du pays, on communique peu sur la guerre dans l'Est du pays. Or, les Congolais moyens ont besoin d'être informés. Je crois qu'à ce propos précis, nous n'avons pas encore commencé. Nous avons communiqué, enfin l'État, le pays, a déjà suffisamment communiqué sur d'autres aspects. Sur cet aspect précis-là,
nous n'avons pas encore commencé, c'est mon avis, bien entendu. Vous savez, le génocide, c'est un crime qui s'est construit d'abord dans l'opinion. Il y a eu des massacres à travers le monde. Il ne faut pas oublier, les Américains, ils ont massacré les Indiens. C'est passé. On n'a pas parlé de génocide. Les Allemands, quand ils ont massacré les Juifs, il n'y avait pas que les Juifs. Ils ont massacré les Roms, ils ont massacré les handicapés, ils ont massacré les fous, ils ont massacré les homosexuels, et ainsi de suite. Mais les Juifs se sont organisés. Et quand vous voulez mener une action d'opinion de cette envergure-là, il faut une méthodologie, il faut se préparer. Si je ne prends que l'exemple des Juifs, ils ont commencé par évaluer ce qu'étaient leurs faiblesses et leurs forces. Ils ont remarqué que sur le plan de la force, ils avaient de l'argent, ils avaient des banquiers à travers le monde, mais ils se sont rendus compte qu'il leur manquait deux éléments, deux grands éléments. Il leur manquait l'État, il leur manquait la terre. De la même façon que nous devons aussi commencer par évaluer ce que nous avons comme force et faiblesse. Nous avons une grosse force, c'est notre étendue, mais également une faiblesse. Nous avons 9 frontières. Donc, automatiquement, nous avons des communautés tribales transfrontalières. C'est une faiblesse. Donc, qui parlent la même langue de part et d'autre. Mais effectivement, qui ont les mêmes chefs, qui ont les marchés alternatifs. Aujourd'hui, c'est à Bolobo belge, comme ils disent. Demain, c'est à Bolobo français. Et Lukulu la belge, Lukulu la français. Si vous allez à Luozi, la même chose. Nous devons commencer par voir quelle sera la méthodologie pour que, comme a dit Kibangula, nous puissions vendre nos morts. Nous devons les vendre pour que demain nous puissions récolter ce qui nous revient de droit. Et c'est quelle stratégie qu'il faut utiliser en termes de communication? Commencer, j'ai dit d'abord par évaluer nos forces et nos faiblesses par rapport aux voisins. J'ai entendu tout à l'heure là 2 armées qui se battent chez nous. Pourquoi seulement l'armée d'un État a été condamné, pas l'autre? Ça, c'est nous. Ce n'est pas cette armée-là qui a décidé d'être disculpée. C'est nous qui avons fait en sorte que l'une des armées, l'un de ces 2 États, soit condamné, soit poursuivi, et pas l'autre. Et c'est l'Ouganda qui a été condamné, et les Rwandais jusque-là. Le même Ouganda avec lequel nous avons coalisé pour combattre les rebelles ougandais. N'oublions pas que les ADF sont au départ des rebelles ougandais combattant l'État ougandais. C'est ce qui fait en sorte que l'État congolais prend un peu du recul pour poursuivre. Je ne suis pas gouvernant, je ne sais pas, je constate. Et quand vous me posez la question de la méthodologie, je constate, je dis que là, il y a quelque part une faiblesse de notre part. Nous devons prolonger vraiment la réflexion. Nous devons aller plus loin pour poursuivre ce qui a commencé aujourd'hui. Moi, je dis que c'est vraiment un début et un très bon début que nous puissions nous rendre compte que nous n'avons pas encore commencé ce grand travail d'opinion. Albert Fabrice Kwela, les victimes se sont regroupées en association à Kisangani pour réclamer réparation. Il y a eu d'autres victimes de la guerre de Kamwina-Nsapu, des Bundundi en Congo, dans les Congo central, qui sont en train de réclamer aujourd'hui justice, que justice soit faite, parce qu'ils ont, leurs familles ont perdu les leurs, des êtres chers, et aujourd'hui, toutes ces familles réclament réparation. Ça va se passer comment? Merci beaucoup. Premièrement, nous vous avons parlé de cet établissement public qui a vu le jour dans le cadre du pilier réparation de la justice transitionnelle, le FONAREV. En partenariat avec le ministère des Droits humains, justement, il y a eu des consultations nationales et il y a ces bases de la loi sur les réparations que nous avons présentée, défendue au niveau de l'Assemblée nationale, qui a été votée et promulguée. Et cette loi parle de la liste unique consolidée qu'on appelle LUC. Et le FONAREV est même d'ailleurs en atelier en train de préparer. Il y a une liste. Il n'y aura pas de gens qui vont se réveiller du jour au lendemain parce qu'ils auraient appris qu'il y a des réparations, ils vont venir, non, mais moi aussi je suis victime. Parce que la loi dit clairement qui est victime, qui ne l'est pas, et à quel niveau de parenté on peut se dire victime. Et ces différentes personnes
bénéficieront des réparations lorsque le cas sera jugé comme admissible à la réparation individuelle. Mais la plupart des cas de réparation, ce sera des réparations collectives. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit par nos co-débatteurs. C'est que, effectivement, professeur, je suis d'accord avec vous, il nous revient, et moi je l'ai dit à notre corps défendant, que nous n'avons pas suffisamment vulgarisé, nous n'avons pas suffisamment rendu nos morts, comme l'a dit le professeur. Pour les autres, pour moins d'un dixième de ce que nous avons subi, les autres en ont fait un fonds de commerce politique, un fonds de commerce diplomatique, alors que nous avons connu pire que ça. Alors il est important, il vaut mieux tard que jamais, à travers ce travail que nous faisons, pour que désormais, et cela passe par les différentes commémorations, que l'opinion tant nationale qu'internationale soit sensibilisée sur les affres de violence que les Congolais ont connues, continuent à connaître, pour que dans le cadre même aussi des garanties de non-répétition, qui est le quatrième pilier de la justice transitionnelle, que nous ne puissions plus vivre les mêmes atrocités. Justement pour vulgariser, pour vendre nos morts, parce qu'il y en a beaucoup, ça c'est un terme vraiment purement technique pour les communicologues. Vendre, ça veut dire, on est en train de donner l'information, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé exactement, et que toute personne prennent conscience de ce qui s'est passé et prennent un engagement ferme, soit pour accompagner le gouvernement dans ses actions. Paul Sapou, vous avez produit beaucoup de rapports. Des rapports qui sont devenus comme des, entre guillemets, des cadavres dans les placards, parce que 3 décennies, rien n'est fait. D'après vous, quel est le défi qu'il faut relever pour que, quand on parle de Kichiché, même à Rome, on sait qu'à Kichiché, il y a eu un massacre. Quand on parle de Makobola, même celui qui est en Allemagne, il sait se souvenir qu'à Makobola, il y a eu des femmes qui ont été enterrées et vivantes. Quel est le lobbying que l'RDC devrait faire au niveau de la communauté internationale pour faire entendre sa voix, surtout lorsqu'on sait que beaucoup de voix s'élèvent pour décrire une sorte de duplicité. La communauté internationale condamne, mais elle est inactive sur le terrain. Tout à fait. Un beau tableau, c'est notre réalité. Je pense que nous devons nous auto-sensibiliser au pays d'abord, que chaque citoyenne ait conscience que 30 ans, ça suffit. Voilà la tragédie, voilà les affres, voilà ce qui s'est passé réellement, qui n'a pas d'égale mesure, si vous voulez, avec ce qui s'est passé comme guerre, deuxième guerre mondiale, en termes de chiffres, de perte de vies humaines. Si nous nous sensibilisons ici suffisamment, à travers ce que nous pouvons mettre en place, les comités, vérité, justice et réconciliation, et également la stratégie que nous avons actuellement au niveau du gouvernement et sur la question de justice transitionnelle, nous pensons qu'en ce moment-là, nous aurons la possibilité d'aller ailleurs, en dehors de nos frontières, sensibiliser d'autres peuples et d'autres acteurs. C'est ça ce que nous devons faire pour que nous puissions bien vendre, entre guillemets, nos massacres de masse qui ne sont pas loin. D'ici là, nous verrons dans quelle mesure qualifier ces massacres. Ce n'est pas loin de ce que l'on pourra appeler, nous devons appeler génocide. Et on peut aller loin, hein? 30 ans, oui, mais avant 30 ans, qu'est-ce que le Congolais a vécu? Quelles injustices? Bon, voilà. Je pense que là où nous avons des forats, où nous pouvons nous exprimer, il faudrait que société civile, autorités
congolaise, nous puissions parler le même langage. Voilà, et je pense que nous sommes sur une bonne lancée. Trésor Kibangula, la meilleure façon de parler de nos morts, de vendre nos morts, le massacre, de parler à haute voix, que la voix soit entendue, trouve un écho favorable auprès des décideurs. C'est quelle manière justement d'après vous? Je pense que le mot est trop fort, hein, vendre les morts. Je parlerais plutôt de comment faire reconnaître de manière universelle nos souffrances, les souffrances des Congolais, les souffrances des victimes. Je pense qu'il faut aller peut-être par étapes. Il y a un grand chantier à mener. Ça passerait peut-être par un travail d'abord des documentations de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé, on a parlé des crimes récents, parce que ces 30 dernières années, il y a eu plusieurs groupes armés qui ont commis beaucoup de crimes graves. On a parlé seulement du rapport mapping tout à l'heure, c'est 617, exactement 617 incidents assimilables à des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et possiblement des crimes des génocides de gauche à droite à travers les pays. Donc nous devons faire ce travail-là encore, continuer à faire ce travail de documentation, encourager les travaux des historiens, des anthropologues. J'ai vu une précédente émission avec le professeur Ndaïwel, entre autres, et en même temps, comme le président a dit, qu'on puisse intégrer ce qui se passe dans nos programmes scolaires, par exemple, pour que les écoliers puissent savoir ce qui se passe. Moi, au Congo, je n'avais pas lu, par exemple, quand j'étais jeune, ce qui s'est passé réellement avec la Shoah, parce que c'était trop loin. Mais ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est très important que les écoliers, les jeunes Congolais puissent apprendre l'histoire actuelle de ce qui se passe et les crimes de ces 30 dernières années, et en même temps pour les adultes continuer ces travaux de sensibilisation. On a parlé aussi de justice transitionnelle, parce que ça doit être quelque chose de global. On ne doit pas aller privilégier une étape ou un aspect, mais il faut prendre des choses dans toutes les dimensions. Et la question des justices transitionnelles est aussi importante, parce que ça passe notamment par la commission Vérité, Justice et Réconciliation. J'étais en discutant dans les couloirs avec les ministres, qui m'a informé qu'il y avait une commission provinciale Vérité et Réconciliation au Kasaï qui pourrait être dupliquée ailleurs. Sur la question Kamwina Nsapu, c'est un pas, je pense. Mais dans la justice transitionnelle, il y a aussi la question des procédures judiciaires. Donc ça passe aussi par la poursuite des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes, que ce soit ici au Congo ou ailleurs, des gens qui ont soutenu des rébellions, qui se cachent à la fois malheureusement dans notre armée nationale, mais aussi dans les armées des pays voisins qui sont venus régulièrement, assez régulièrement, commettre des exactions chez nous. Donc ça doit être une stratégie globale, pensée et conduite à la fois par les gouvernants, mais aussi par les citoyens, les organisations de la société civile. Ça doit être une stratégie globale, professeur Jean Chrétien et Cambo. La question est complexe, vous l'avez suivi. Nous sommes appelés à reconstruire, à construire cette mémoire collective. Devoir des mémoires oblige. Nous devons donc nous souvenir de nos morts et de la plus belle manière. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelles sont les étapes à suivre pour reconstruire cette mémoire collective qui n'existe pas encore sur les différents massacres? Bon, je n'ai de toute façon pas des étapes précises à proposer, mais j'ai un schéma général. Le ministre Poel a dit dès le départ quelque chose qui résume cela. Nous devons planifier ce que nous devons faire. Il a dit dès le départ, et moi-même je dis souvent, vous savez, nous avons commencé aujourd'hui, mais ça fait 30 ans que notre voisin prépare les 30 ans, cette commémoration des 30 ans. Le ministre Poel a dit, et j'insiste là-dessus, il y a eu un 6 avril. Le 6 avril de chaque année doit être pour nous, Congolais, une étape pour commencer à dire que ce 6 avril, nous avons ouvert nos frontières. Si nous avons ouvert nos frontières parce que nous avons été panafricanistes,
Parce que comme auparavant pour les Angolais, comme auparavant pour les Congolais de Brazzaville, comme auparavant même pour les Rwandais et Burundais, nous avons toujours ouvert notre espace. Et nous sommes victimes de cela. Et chaque année, nous devons rappeler pour que le monde n'oublie pas qu'il y a eu un 6 avril. Donc cette date, d'après vous, doit C'est figurer notre sur date. les jours C'est notre des date. calendriers, les jours fériés. Voilà, c'est la date de l'ouverture de nos frontières. Si nous n'avions pas ouvert les frontières, les Houths n'allaient pas venir. Parce qu'avant les Houths, les Tutsis étaient venus aussi. Donc nous avons toujours ouvert les frontières. Ce n'est pas une façon de renier ce qui s'est passé par la suite au Rwanda, à partir du 7, 100 jours, autant de morts, on ne renie pas. Mais pour nous, le 6 avril, c'est la main gauche qui avait dit que la main droite ne doit pas savoir ce qu'elle a fait. Mais pour nous, c'est très mauvais proverbe aujourd'hui. Paul Sapou, Albert Puela, Fabrice Puela, je voulais vous poser, je commence par Albert Fabrice Puela, vous êtes ministre des droits humains. Je voudrais savoir si il existe en République démocratique du Congo un répertoire officiel des crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce que jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de supputer sur le nombre de morts. On ne sait pas exactement, il y a eu combien de morts jusque-là. Ça fait 30 années de guerre dans l'Est de la RDC. Tantôt on parle de 10 millions, il y a ceux-là qui vont vous dire plus de 10 millions, tantôt on vous dit 500 000 femmes violées, il y a d'autres qui vont vous dire c'est 600 000. Est-ce que vous avez un répertoire officiel, comme ça s'est fait sous d'autres cieux, aux États-Unis, bien sûr, comparaison n'est pas raison. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, il y a des listes qui ont été affichées pour que les gens viennent saluer la mémoire de toutes ces personnes qui ont été fauchées à la suite de l'attentat. Il y a des noms. Est-ce qu'il y a des listes? Est-ce qu'il y a un répertoire officiel de tous les crimes, d'abord, sans compter les victimes, qui ont été perpétrés en République démocratique du Congo? Oui et non. Comprenez la difficulté devant laquelle nous nous retrouvons, et c'est pourquoi, pour nous, nous pensons que, bien qu'étant moi-même abolitionniste, mais pour des raisons de circonstances, nous estimons que pour amener la discipline dans l'armée, l'application, puisque comme éventail de la peine de mort vaut la peine. Vous voyez, nous sommes les seuls pays, ou parmi les très rares pays, où nous avons notre armée qui a déjà été dirigée par celui qui dirige une autre armée. De par l'histoire, nous l'avons. Et au nom des brassages et... Vous voulez parler de James Kabarebe? Mais bien sûr. Mais au nom des brassages des différentes forces que nous avons connues par le passé, nous avons eu des officiers d'autres pays qui se sont infiltrés dans notre armée. Comment voulez-vous que nous ayons une liste de victimes là où il y a des officiels d'autres armées qui sont dans notre armée? Ils ne vont pas permettre cela. Ils effacent tout le temps les tableaux. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui, et c'est le travail sur lequel nous nous attelons avec FONAREV pour constituer la liste. Nous venons de vous parler de la liste consolidée des victimes. La liste... Donc c'est un travail qui est en train d'être fait. C'est un travail qui est en train d'être fait. Les personnels de FONAREV sort d'un atelier justement dans le cadre de la préparation de cette liste, mais nous continuons à y travailler. Vous voyez par exemple, dans les territoires occupés, chaque jour il y a des morts. Mais ces gens ne vont pas accepter qu'on puisse comptabiliser tous ces morts-là. D'ailleurs, la MONUSCO a eu des problèmes pour documenter Kichiché. Ils n'ont pas eu accès à certains sites. Et les rapports qui ont été présentés, c'est un rapport entre guillemets biaisé. Parce Nous avons une base qui doit davantage être étoffée et en tout cas tous les jours, nous sommes en train de documenter et ça doit être le travail de tout le monde. Nous tous, nous devons nous mettre devant, comme nous l'avons dit, pour que cette mémoire collective à travers, parce que même les sites de mémoire qui seront érigés, il y aura des noms qui seront repris. C'est pourquoi nous appelons les différentes victimes. Vous avez perdu le vôtre avec la date et des preuves, vous nous apportez parce que nous aurons besoin d'identifier toutes ces victimes. Paul Sapou, vous estimez qu'il faille construire un mémorial comme sous d'autres cieux pour honorer la mémoire de toutes ces victimes? Absolument. Nous avons le devoir de ne pas faire oublier notre histoire aux générations
qui vont venir. Et les données sont là. Je vous l'ai dit, nous avons des rapports. La société civile, les sociétés civiles de notre pays ont écrit, ont rédigé des rapports qui existent. Mais vous voyez, les gouvernements passés ne faisaient pas attention à tout ça, ou donnaient de la considération à ces acteurs non étatiques. Moi-même, je travaillais dans une organisation internationale où le rapport sur l'Afrique, sur la RDC, pleuvait presque tous les 3 mois. Nous avons toutes ces traces-là. Et maintenant qu'il y a une volonté politique qui s'affiche, on en a marre. 30 ans, ça suffit. Je pense que la collaboration avec tous ces acteurs de la société civile pourra nous permettre de pilcher, si vous voulez, ces rapports et arriver à des chiffres acceptables. Mais déjà, soyez sûrs que nous sommes déjà en chantier, même avec les Fonarev, oui, Fonarev. Voilà. Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus. Si aujourd'hui on parle d'une victoire, les procès Chebeya, Bazana, mais il faut dire que c'est la société civile et la volonté politique a fait que la justice est accompagnée. Voilà, et tant d'autres victimes que vous avez citées, le journaliste. Merci Paul Sapo, merci. La volonté politique est là. Nous sommes en train de terminer cette émission. Je termine avec le professeur émérite Kambo et Trésor Kibangula. 30 ans de guerre dans la partie orientale de la RDC, 30 ans également des massacres qui sont perpétrés sous silence. Ça suffit, professeur. Oui, c'est les débuts de quelque chose. Nous devons nous en rendre compte, nous devons nous en féliciter et féliciter la chaîne publique pour ce grand travail. Et nous devons maintenant pas nous culpabiliser disant que nous n'avons rien fait et nous ne devons pas commencer. Je ne crois pas du tout. Nous devons commencer parce que vous savez, le fameux silence de la communauté internationale, ce n'est pas un silence conjoncturel. Loin de là, très loin de là. Le Rwanda n'a pas la capacité d'élever une armée qui soit plus nombreuse que l'armée de la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne peut pas lever, par exemple, des miliciens plus que nous. Le Rwanda n'est qu'un instrument entre les mains de ceux qui veulent profiter de nos richesses. Et nous les savons, nous les savons. Donc, par-delà, le voisin rwandais qui restera toujours notre voisin, nous devons savoir, dès maintenant, commencer à nous préparer à ce grand débat. Parce que quand j'entends les professionnels du droit parler du tribunal, moi je parle tout simplement de la tribune. Nous devons nous préparer à monter sur une tribune qui sera longue dans le sens de la discussion, peut-être 30 ans, des discussions sur cette tribune-là, et nous finirons par avoir raison parce que nous sommes du bon côté de la vérité. Trésor Kibangula. Oui, nous sommes du bon côté de la vérité, comme dit les professeurs, mais je voudrais aussi, peut-être pour ma dernière prise de parole, insister sur le fait que nous devons vraiment travailler dans la protection des victimes actuelles. Ça passe notamment par les renforcements de notre État, parce que ce qui se passe à l'Est avec ces soutiens aujourd'hui avérés du Rwanda aux rebelles du M23. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des terroristes. Ne fait qu'aggraver encore la violence armée dans cette partie du pays qui est déjà en proie à des multiples autres groupes armés. Donc nous devons travailler à ce que l'État puisse retrouver toutes ses prérogatives et être à même de sécuriser, de protéger tous les civils, toute la population congolaise dans cette partie du pays. Donc c'est très essentiel aussi lorsqu'on construit, on essaye le début de cette construction des mémoires collectives,
qu'on essaye d'inclure ce qui se passe maintenant, et ça passe aussi par les renforcements de l'État dans cette partie du pays. Donc, renforcement de l'autorité de l'État dans cette partie du pays, le renforcement de l'État des droits, et même de la protection des personnes et de leurs biens. Je pense par ces mots, à moins que Albert Paulet ait quelque chose à ajouter. Ou... Oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas ajouter un mot. Nous avons cette chance historique dans notre pays d'avoir un président qui fait de la promotion des droits de l'homme son cheval de bataille, le cheval de bataille de son action. Nous devons en profiter et l'encourager. Il a suffisamment montré des preuves de son implication pour la promotion des droits de l'homme. Mais aussi, puisque nous avons eu énormément de victimes, avec le FONAREV aujourd'hui, heureusement que l'implication de la direction de passation des marchés publics est en train de comprendre qu'il faut, parce que c'était là un peu la pesanteur. On devrait déjà commencer au travail de réparation. Oui, nous avons connu des atrocités dans notre pays, mais 30 ans, ça suffit. Et ça doit s'arrêter. Ce n'est pas le problème seulement du président de la République, ce n'est pas le problème de l'Assemblée nationale ou du gouvernement. Nous tous, nous devons nous impliquer. Une petite question qui me taraude l'esprit. Oui. Vous avez parlé du fonds des réparations. Est-ce que vous avez ces moyens-là? Vous avez de l'argent liquide pour appuyer, assister toutes ces victimes? En tout cas, pour un début, un mécanisme avait été trouvé au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour qu'il y ait un fonds de démarrage, mais il y aura d'autres apports. Mais pour démarrer, le FONAREV a ses minimums pour commencer. Nous saluons d'ailleurs l'arrivée du numéro 1 de cet établissement public, le FONAREV, qui, en tout cas dans les jours qui viennent, puisqu'on est en train de préparer les travaux préparatoires pour commencer les réparations proprement dites. Paul Sapma voudrait, si je ne lui accorde pas la parole, vous avez 30 secondes, parce que ici, les temps... C'est juste sacré. Pour dire merci au gouvernement, et au Parlement, de nous avoir, disons, produit un texte sur lequel nous allons travailler et mettre au pas les acteurs de la société civile. Et ce texte, cet instrument, c'est la loi de responsabilité et de protection du défenseur des droits de l'homme, au sens large du mot. Parce que c'est au niveau de ces acteurs-là qu'il faille aller chercher les informations, ainsi nous pouvons mieux documenter ce qui s'est passé dans notre pays. Parce que cette collaboration-là n'existait pas avant. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous nos invités, merci de votre contribution à cet échange. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Des massacres qui sont perpétrés à grande échelle, ça fait 30 ans de guerre dans la partie est de la RDC, 30 ans également de massacres, des vies qui sont fauchées, des personnes qui sont enterrées vivantes, des bébés qui sont tués. Trop, c'est trop, 30 ans de guerre, ça suffit. Merci aux uns aux autres pour votre contribution. Espérons vous retrouver dans de prochaines émissions pour en débattre et sur d'autres sujets encore davantage. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision et à la prochaine.